et je suis étudiante en architecture à Paris-La Villette. Et je remercie Martine Vernès de m'avoir invitée à participer à ce débat autour du diagnostic territorial. Alors, j'ai effectué mon mémoire sur la biorégion urbaine et la ville diffuse pour mettre en exergue deux théoriciens italiens, Alberto Magnaghi et Bernardo Secchi, qui repensent la discipline urbaine. Et mon mémoire prouve qu'ils créent ensemble, en étant concurrents et puis en étant complémentaires, un nouveau paradigme contemporain. Alors l'origine de ce mémoire vient d'un questionnement français. Je ne comprenais pas pourquoi la plupart des chercheurs en architecture et urbanisme en France ne mettent pas en pratique leurs propres résultats. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à ces deux personnages, parce qu'ils ont deux statuts différents. Alberto Magnaghi met en pratique ses recherches au sein d'une association scientifique, la Société des territorialistes, qui produit de la connaissance avec et pour les habitants, afin de les traduire aux institutions territoriales régionales. Et Bernardo Secchi les mettait en œuvre aux côtés de Paola Vigano dans son atelier d'architecture, qui participait à des concours prospectifs comme ceux de Bruxelles ou Montpellier 2040. Pédagogie ou militantisme et militantisme, l'intérêt a été du coup de ce mémoire d'analyser le combat de deux personnages, donc de deux approches, qui ont un objectif commun mais ont emprunté des moyens différents pour l'atteindre. Toutefois, ils s'unissent autour de méthodes pédagogiques pour penser et transmettre une quête d'un nouveau savoir, celui des sciences du territoire, et un engagement militant assumé. Et encore plus pour Alberto Magnaghi, ce qui explique son investissement au sein de la gouvernance territoriale et régionale politique. Dans le cadre du diagnostic territorial, on va alors plus s'intéresser à Alberto Magnaghi et pas à la dualité de ces deux acteurs. Il est important de contextualiser cette théorie, donc en Italie, qui est un pays à forte imprégnation culturelle, qui soit ancré historiquement, ce qui est une force, car contrairement à la France, ils n'ont pas changé une cinquantaine de fois durant le siècle dernier de découpage régional. Et donc la conviction de l'urbanisme naît pendant ses années universitaires, où il était étudiant et diplômé pendant les années 68. Ces années-là sont une période de confrontation, de rapide mutation industrielle et de nouvelle modernisation des villes, qui se heurtent au final à des structures archaïques et qui ne sont pas prêtes en termes d'infrastructures à répondre à un exode rural massif. Donc je vais citer Giovanni Astengo, qui était président à ce moment-là de l'Institut national d'urbanisme et qui, lors d'une conférence, tient un bilan amer sur l'état urbain. Notre génération d'architectes fait face à un nouveau paysage qui est des fêtes urbaines. Il faut retrouver un nouveau sens de responsabilité, analyser les causes d'un tel désastre pour construire une froide autocritique sur l'inefficacité de nos plans qui se révèlent n'être que de fragiles cartes à peau de tigre. Donc, la métaphore de carte à peau de tigre représente une nouvelle forme qu'on ne connaît pas, la ville diffuse. Et ce discours représente un appel à l'aide, un appel à l'éveil et à l'incompétence face à la vitesse de l'émergence de formes urbaines incontrôlées. Donc, l'émergence de ces convictions personnelles, Alberto Magnaghi se résume aux conséquences géographiques de deux crises. Le grand cycle de masse ouvrière de 68, qui est à l'origine d'une crise régionale de décentralisation productive à l'origine de cette forme-là, et la crise pétrolière de 73, qui est à l'origine d'inégalités mondialisées et de déséquilibres nord-sud. Et à partir de ça, il propose une utopie concrète. Donc il utilise le terme utopie à la Ernst Bloch pour la construction sociétale, mais concrète parce qu'elle s'insère dans une société et qu'elle prend en compte une souplesse de l'arrivée d'événements inconvenus. Et donc pour ce faire, il propose un modèle polycentrique à long terme, un modèle polycentrique, multiculturel et solidaire, euro-méditerranéen, pour en faire une globalisation par le bas. Et c'est dans cette globalisation par le bas que s'insère son projet local, qui est un projet de réseau de villes, petites et moyennes,
qui soient inspirés d'identités historiques distinctes pour un projet de contre-exode. Il développe alors une nouvelle pédagogie parce que l'urbanisme ne suffit plus, les sciences du territoire, qui se résumeraient à aux équilibres hydrogéologiques pour diversifier les qualités agricoles, par exemple, et artisanales et anthropologiques pour apprendre à qualifier de nouvelles manières d'habiter. L'association scientifique qu'il a fondée contient 50 chercheurs internationaux qui dénoncent le spleen de l'homme contemporain et les maux des villes aux évolutions incontrôlées, pour au final en tirer des enjeux de mutation qui feront projet de scénarios urbains, rural et sociétal. Le retour au territoire est la thématique qu'il propose dans chacune de ses revues, mais ne représente pas un retour à des structures archaïques, au contraire. Ce serait une mise à jour de synergies passées pour les adapter au visage contemporain. Et ainsi, on retrouverait une identité chez l'habitant pour que le territoire soit son bien commun et pour qu'il puisse augmenter sa qualité de vie. Alors il est important de dire que l'identité est présentée comme un sentiment de rattachement à un territoire, donc à une constante coévolution entre milieu ambiant et établissement humain. Donc la société des territorialistes se connaît de manière officieuse avec les réseaux de sociabilité qui se sont créés dès les années 80, mais se font de manière officielle en 2010. Et puis il publie en 2014 la biorégion urbaine, 4 ans après la fondation de cette association. Donc cet écrit est important parce qu'il permet de construire un discours unitaire et de clarifier les positions et les méthodes pour mettre en place ces recherches et ces pratiques. Donc la biorégion urbaine contient une charte, un vocabulaire précis, un glossaire d'éléments constructifs au projet local et une échelle commune, la biorégion urbaine, qui met en avant le rural avant l'urbain. Ainsi, avec un discours unitaire, ils peuvent transmettre, vu qu'ils sont tous professeurs universitaires, en plus de chercheurs, chaque chercheur possède un nœud territorial pour lequel il est responsable, et ils transmettent cette doctrine à toutes les facultés italiennes, à travers des articles, des revues, des conférences et des tables rondes. Depuis La Città Fabbrica, qui est le premier écrit d'Alberto Magnaghi ici, la plume est la meilleure arme de l'urbaniste, et il continue à militer grâce aux mots. Il passe de la lutte marxiste des classes de 68, à la lutte des lieux aujourd'hui. Et ceci au sein de western universitaires italiens. Et ceci sur 2 terrains. Du haut de l'échelle, depuis les institutions politiques, donc ils offrent la connaissance nécessaire à l'analyse d'un territoire et à l'établissement de directions cohérentes de l'aménagement, et du bas de l'échelle en organisant cette formation des sciences du territoire par le biais de workshops et de séminaires dans les universités, et en allant à la rencontre des habitants pour valoriser leur savoir-faire et leur savoir-vivre. Donc ils mettent en valeur l'étude terrain. J'ai été à leur rencontre en Toscane l'année dernière pour une conférence de 3-4 jours, parce qu'il faut savoir que chacune de leurs publications de sciences de territoire s'effectue après une étude terrain. Et il s'agit d'une rencontre entre chercheurs et artisans, associations d'intégration sociale et habitants. Ils font d'abord un diagnostic où les chercheurs vont présenter leur analyse géographique et pour comprendre ces enjeux spatiaux. Inversement, les habitants vont présenter des enjeux humains aux chercheurs. Et puis ensemble, ils vont visiter des infrastructures artisanales qui disparaissent face à l'extraction du marbre massif. Et donc, il n'y a pas de préconisation,
durant leur table ronde. C'est un échange pour énoncer des besoins et des situations et des lieux qui plaisent ou qui déplaisent. Le second outil qu'ils mettent en place est l'écomuseo, oui, qui n'est pas l'équivalent de l'écomusée français. C'est une institution culturelle qui assure des recherches dans le cadre de rédaction du plan d'aménagement paysager régional et qui a été mis en place d'abord dans le Piémont et puis aujourd'hui en Toscane. Il inclut l'habitant parce qu'il intervient en identifiant les infrastructures manquantes et les lieux à valoriser. Puis une concertation organisée avec des artistes, paysagistes, urbanistes et élus pour illustrer schématiquement un imaginaire collectif. Donc on arrive à une carte comme ça, qui va être ensuite utilisée et transformée par les chercheurs en matrice humaine importante à considérer pour en faire un document officiel du diagnostic territorial, qui ne se nomme pas comme tel en Italie. En Italie, on appelle ça statut du territoire et du cadre de connaissances sur lequel il se fonde, et qui fait partie du plan d'orientation territoriale régionale, donc l'équivalent de SCOT en France. Donc le projet local, comme ça, tend à une réorganisation sociétale à longue durée, vers un autogouvernement local, un fédéralisme participatif qui implique l'habitant à son territoire, le lie à sa communauté et augmente sa qualité de vie. L'échelle locale combat les fragmentations des savoirs trop spécialisés et l'amnésie des enseignements de l'étudiant confronté à la réalité professionnelle. Donc en conclusion, je voudrais faire une ouverture sur le thème du diagnostic territorial. Durant ces 2 jours, une pluralité d'hypothèses, d'échelles spatiales, d'actions ou de pensées ont été présentées autour de cette table. Ainsi, la certitude qu'un projet de territoire organise un processus à longue durée. Mais d'une part, on a exprimé une crainte qui naît de ne pouvoir faire suivre ce que nous construisons en vue des changements électoraux et de l'instabilité politique que nous connaissons tous, mais que nous taisons. Mais il faut savoir que, d'autre part, le diagnostic territorial ne sera jamais apolitique et générera toujours débat. C'est ce que nous faisons en 2 jours, ici, avant de nous séparer et de retourner vers nos quêtes personnelles. Toutefois, elles ont un intérêt commun. Ne serait-il pas alors opportun pour le territoire et fructifiant pour la gouvernance territoriale d'édifier un diagnostic sur des fondations réflexives, comme nous le faisons aujourd'hui, mais sur un territoire réel et concret? Le jeu sérieux présenté par Thibaut Romani est la matrice utilisée aujourd'hui par les territorialistes toscans qui font des habitants et des élus des pions égaux du jeu territorial. Ça marche? Oui. Déjà, je voulais vous féliciter parce qu'à la fin de mon Master 2, je ne me serais jamais imaginé faire une présentation en séminaire qui était très claire. Donc, déjà, voilà, je voulais juste faire cet aparté-là. C'était il n'y a pas si longtemps que ça et vraiment, je me rappelle très bien que je ne l'aurais jamais fait. J'aurais eu... déjà, je voulais aussi vous remercier pour cette présentation qui fait... Il y a un réel lien avec ce qu'on a pu entendre pendant 1 jour et demi, où finalement on a eu tendance à assez vite réifier le territoire comme une entité autonome pour éviter un certain nombre de questions sur le social, sur ce lien à la culture et qui passe par les territorialistes au savoir essentiellement pratique et vernaculaire et au savoir artisanaux. Et donc ça me semble une notion qui est assez intéressante pour justement penser le territoire autrement que comme des fois une notion un peu qui facilite aussi, parce que du coup, le territoire, des fois, ça veut dire un système d'acteurs, des fois, ça veut dire des habitants, des fois, ça veut dire des dynamiques économiques. Et là, il me semble que c'est une notion qui peut aussi nous aider à être un peu vigilants sur ce qu'on entend derrière par territoire et à expliciter un petit peu cette notion-là. Et du coup, après, j'aurais une question sur votre comparaison, du coup, avec Bernardo Secchi. Pour moi, spontanément, vous ne l'avez pas beaucoup traité là, mais spontanément, elle n'est pas évidente. Pour 2 points, vous avez dit que vous faisiez une comparaison à la fois du point de vue d'un paradigme territorial qui leur serait commun et du point de vue de leurs engagements. Sur ces 2 points-là, enfin voilà, sans avoir fait une comparaison systématisée comme vous, j'ai un peu des doutes, sachant que par exemple,
Du point de vue de l'engagement, on a d'un côté Alberto Magnaghi qui a fait de la prison pour ses luttes et ses engagements. En face, quelqu'un qui a été membre d'un cabinet, qui a participé à des concours d'architecture. Voilà. Donc c'est des formes d'engagement qui passent par des voies très différentes et qui sont dans une forme de radicalité, on peut dire un peu différente, me semble-t-il. Et de l'autre, du point de vue de leur pensée territoriale que vous mettez ensemble dans un même paradigme, on a d'un point de vue le territorialisme qui est une pensée du polycentrisme, avec différents pôles qui sont, alors pas polynucléaires, polycentriques, c'est-à-dire avec une certaine forme d'autonomie, d'auto-gestion et d'autogouvernance. Et de l'autre côté, on a un penseur de la métropolisation. Donc, voilà, j'aurais bien aimé que vous développiez ces deux points-là. Et juste petit aparté, je serais très ravie de lire vos écrits. Comme je suis membre du réseau français des territorialistes, voilà, ça me plairait beaucoup. Alors, si j'ai mis en exergue ces deux théoriciens, c'est parce qu'au début, je pensais qu'il y avait une rivalité. Parce que j'ai détecté dans leurs écrits distincts que Alberto Magnaghi traitait de Bernardo Secchi avant les années 2000 comme urbaniste aux outils traditionnels. Et d'un autre côté, Bernardo Secchi, à partir des années 2000, change de rang parce qu'avant les années 2000, il a fait beaucoup de plans régulateurs des villes. Et puis après, il s'est occupé à faire plus des plans de prospection et des concours prospectifs. Et puis créer un poste master de recherche à l'université de Venise. Donc au début, je pensais qu'ils étaient concurrents. Et c'était le cas dans leur théorie. Mais en même temps, c'est parce qu'ils sont proches qu'ils sont concurrents. Et s'ils sont proches, c'est parce qu'ensemble, ils dénoncent des réalités urbaines qui nous échappent et des évolutions qui nous échappent. Donc au final, mon mémoire prouvait qu'à la fin, au sein d'un territoire concret, donc là j'ai pris l'exemple de Prato, pour lequel Bernardo Secchi avait fait le plan régulateur de ville, et Alberto Magnaghi avait fait après le plan de province de Prato, et puis 5 ans après reprend encore le plan de régional de Toscane. Donc c'était un jeu d'échelle différent. Et au final, sur ce terrain-là, ils se sont retrouvés parce que c'est comme si Bernardo Secchi s'occupait des plans, donc des poches urbaines, des poches non urbanisées qu'ils essayaient de lier, qui luttaient contre l'exclusion sociale et la fragmentation spatiale. Et d'un autre côté, Alberto Magnaghi se préoccupe plus de l'arrière-ville, du rural, et ainsi, en traitant ensemble et de manière différente sur le même territoire, ils ont pu créer une périphérie qui fait partie et de la ville et du rural. Donc voilà, c'était ça. Si je puis juste... là, pour ce cas-là, on peut voir une complémentarité entre les deux, mais quand on est sur des perspectives, par exemple, comme celles qui ont été menées sur la métropole du Grand Paris, et les logiques d'une manière générale de métropolisation, il y a des théories qui vont plutôt dans le sens d'une relégation justement des périphéries et de l'exclusion dynamique métropolitaine. Voilà, moi j'aurais ce point de vigilance-là vis-à-vis de en général, cette complémentarité centre-périphérie qui est... En général, on les caractérise on catégorise Alberto Magnaghi comme un personnage qui prône la densification, alors que Bernardo Secchi serait plus celui qui serait pour la diffusion, alors qu'au final, leur objectif commun est de lutter contre l'exclusion sociale.